Nous sommes donc dans un espace de coworking qui s'appelle Le Fil Rouge, qui se trouve dans le 12e. Et nous avons la chance d'accueillir Alexandre Jost, qui est le fondateur de la Fabrique Spinoza. Bonjour Claudine. Bonjour Alexandre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, nous en dire plus sur la Fabrique Spinoza? Oui, bien sûr. Eh bien, la Fabrique Spinoza, nous sommes un mouvement en faveur du bonheur citoyen. Et nous sommes créés il y a 6 ans sur une idée simple qui est que le bonheur devrait être un sujet central dans notre société. Et cette réalisation, elle vient du fait que finalement, on a aujourd'hui beaucoup de matériaux pour favoriser l'épanouissement individuel et collectif. On appelle ça la science du bonheur. Et ces matériaux-là, ils sont peu utilisés et peu au centre de la société. Une société va viser le développement économique en ayant oublié que l'objet principal de ce développement était de favoriser l'épanouissement. Donc nous allons rechercher l'ensemble des éléments qui font qu'une société peut être heureuse. Et j'ai eu l'idée de ce projet il y a quelques années, parce que j'étais quelqu'un de joyeux, voire de très joyeux, et ça m'a donné envie, en même temps que de me découvrir, et bien de voir en quoi ce que j'apprenais pouvait être utile pour la société de manière plus large. Alors, une petite question. Alors, comment tu as fait pour choisir finalement dans ta panel d'outils pour être joyeux, toi comment tu as fait pour sélectionner ou choisir des outils pour proposer aux gens aussi d'être joyeux? Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je pense qu'on a réalisé petit à petit qu'on était un nombre de personnes croissant. On a commencé à 10 dans un café parisien. Et puis ensuite, un groupe de travail plus conséquent s'est créé sur l'avenir du service public, puis un autre sur le bonheur au travail, puis sur le bonheur éducation. Et petit à petit, on est devenu un modeste mouvement d'un millier de passeurs du bonheur citoyen aujourd'hui, qui œuvrent sur différents territoires, notamment d'ailleurs dans les îles, avec un groupe à La Réunion, qui lancent leurs projets en fonction de leurs propres aspirations. D'accord. Un groupe à Strasbourg va réfléchir sur comment rénover les conseils de quartier pour que ce soit des outils utiles à l'épanouissement dans une ville. Notre directeur scientifique va mobiliser des chercheurs autour de lui pour rassembler des connaissances scientifiques dans une revue sur le bonheur. Et ici ou là, des citoyens au sein de la Fabrique Spinoza vont imaginer des projets dans tous les champs possibles imaginables. Tu pourras en avoir un toi-même, comme ton projet d'interview, pour favoriser le bonheur citoyen. Ok. Alors, une autre petite question. Donc, finalement, les personnes qui sont venues vers toi, c'est des personnes aussi qui avaient à l'intérieur d'eux cette recherche du bonheur. Ça, c'est une question complexe. Qu'est-ce qui fait que des gens nous rejoignent ? Je pense qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui ont souffert et pour qui la recherche de l'épanouissement est quelque chose de fondamental dans leur vie et qui cherchent à trouver un endroit pour travailler sur ce sujet. Et puis il y a des gens qui sont plus détachés à titre personnel de ce sujet et qui vont rechercher un sens plus global, un sens collectif, et se dire que chacun d'entre nous peut être un passeur du bonheur citoyen et trouver, comme le colibri finalement, chez Pierre Rabhi, sa manière, sa petite goutte d'eau pour favoriser l'épanouissement dans une société. Alors, si je veux être justement un passeur du bonheur citoyen, donc j'adhère à la Fabrique Spinoza, donc est-ce que je propose simplement des idées pour pouvoir transmettre ce bonheur citoyen dans mon entourage, ou un peu comment ça se passe en fait, comment c'est structuré, ou pas structuré d'ailleurs? Eh bien, on cherche à être un projet organique. En fait, notre nature, on essaie de se redéfinir. On pense qu'on est un mouvement de personnes, d'hommes et de femmes, incarnant le bonheur citoyen, l'étudiant scientifiquement, et ensuite mettant en œuvre des actions, en d'autres termes, agissant en faveur de sujets. Donc, ayant dit cela, les gens qui sont auprès de nous peuvent être des personnes qui se disent avoir une certaine qualité d'être et chercher à rassembler d'autres gens comme eux, bâtir une communauté. Ça peut être des gens qui, scientifiquement,
vont travailler le sujet intellectuellement. Je parlais de la revue scientifique du bonheur. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est un projet qui n'est pas de la Fabrique Spinoza, mais auquel nous participons. Et vous avez enfin des gens qui vont choisir d'avoir un impact. Et donc eux, ils vont rejoindre la Fabrique Spinoza et se dire, je vais monter pendant 2 journées à Marseille, à Aix-en-Provence, un projet pour imaginer l'entreprise de demain, dans lesquelles les gens sont épanouis. Et chacune de ces personnes va rassembler autour d'elle un groupe d'amis, parfois autour d'un verre de vin, d'un bon repas, et ensuite, imaginer les projets les plus modestes ou les plus fous. C'est la seule règle pour agir. Génial. Et justement, au niveau, par exemple, des écoles, est-ce qu'il y a des gens qui amènent, je sais pas, des projets, même au niveau de l'éducation et de la transmission, par exemple, pour justement que le bonheur soit dès le début? Oui, bien sûr. Le 25 mars a eu lieu le 3e atelier du bonheur à l'école, dans un lycée du 19e arrondissement, le lycée Diderot, où plusieurs centaines, 200 environ, personnes se sont rassemblées, personnel éducatif, mais aussi parents, élèves, enfants, pour réfléchir à l'épanouissement à l'école. Et donc, c'est une matinée de conférences, des ateliers, quelle place au yoga ou à la méditation dans la classe, comment favoriser l'expression de la gratitude comme pour se sentir mieux, mais aussi comme outil d'apprentissage. Voilà un type d'événement. Ou alors, toujours dans la communauté éducative, une de nos passeuses du bonheur citoyen, qui s'appelle Angela. Angela, elle rassemble des enseignants pour bâtir un questionnaire sur l'épanouissement des professeurs, de telle sorte à ce que, se sentant bien, les enseignants permettent aux élèves de eux aussi se sentir mieux. Et ça rejoint d'ailleurs une proposition qu'on a faite aux candidats à la présidentielle, qui est comment encourager les établissements à co-construire des bilans, des évaluations du bonheur pour l'ensemble de la communauté éducative. Imagine si dans le lycée, tu as des enfants. Oui. Si tes enfants, plus toi en tant que maman, plus les enseignants, vous étiez rassemblés autour du collège ou du lycée de tes enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, et ils sont plus jeunes. Ils sont étudiants. Ils sont étudiants, très bien, à l'université. Oui. Imaginez ensemble une manière d'évaluer le bonheur et, ce faisant, participer à un projet commun qui crée de la cohésion. Et deuxièmement, au vu de l'évaluation, imagine des solutions, des choses, des initiatives à mettre en place pour mieux apprendre et de manière plus heureuse à l'école. Oui. Super. Et justement, alors, du coup, est-ce qu'il y a des indicateurs, finalement, du bonheur ? Est-ce que vous avez déterminé des indicateurs ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur, je vais en parler, de la science du bonheur, qui rassemble neurosciences, économie du bonheur, psychologie positive, sociologie des organisations, et qui permet aujourd'hui de bien comprendre à la fois les mécanismes, donc les déterminants, mais aussi l'évaluation du bonheur, aussi bien dans la vie en général, dans le travail, dans l'éducation. À titre d'exemple, nous avons créé le PIB du bonheur, qui est un indicateur constitué de 47 critères, qui permet de dire comment se sentent les Français, et donc le pays, en termes émotionnels, en termes cognitifs, en termes aspirationnels. Il va aussi interroger les gens sur leur satisfaction quant à leur logement, leur travail, leurs relations, mais aussi leur propre fonctionnement psychologique. D'accord. Leur optimisme, leur confiance, leur tendance à se comparer. Et finalement, cet exemple du PIB du bonheur, il nous fait mieux comprendre comment on mesure le bonheur, puisqu'on a à la fois des choses, des manifestations, je suis joyeux, j'ai du sens, mais aussi des déterminants objectifs dans ma vie, mon environnement de vie. Voilà, là, il y a une belle lumière dans l'atelier fil rouge, j'ai peut-être un logement agréable, etc. Et enfin, mon intériorité, qui fait ou non que je traduis cela par du bonheur, ma capacité à être d'une certaine manière avec les autres. Et ces 3 facettes-là,
les manifestations, l'extérieur et l'intérieur, elles reconstituent ce que les philosophes voyaient du bonheur, intériorité plus extériorité égale bonheur. Comme une cartographie du bonheur, presque. Oui, intérieur et extérieur. C'est ça, une cartographie. On aime bien l'idée que le bonheur soit un sujet qui permette d'appréhender l'alignement des êtres, des organisations, donc entre l'intérieur et l'extérieur. Une petite question un peu, on revient peut-être un petit peu en arrière. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic à un moment donné, puisque tu vas un petit peu nous dire quelle a été finalement ton évolution, toi, par quoi tu t'es passé un peu, qui a fait que tu es arrivé à fonder finalement la Fabrique Spinoza? Oui. Je pense qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que je travaillais au groupe SOS, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande association française, avec, je crois, 15 000 salariés. Agissant en faveur de personnes défavorisées. Et ça, ce premier déclic a été de me dire, peut-on consacrer la même énergie que celle qu'on donne déjà pour les gens qui ne vont pas bien, pour des gens qui vont moyennement bien, et de telle sorte à ce qu'ils aillent encore mieux. Première invitation, ou dit autrement, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ont objectivement tout pour être heureux et qui ne le soient pas ? Est-ce qu'on peut aussi s'intéresser à ces gens-là ? Et le deuxième déclic a été de me dire que j'avais la chance d'être très joyeux. J'avais même à l'époque des crises de bonheur, inattendues, impromptues, et d'essayer de comprendre d'où cela venait et ce qui pouvait l'expliquer, et si c'était réplicable ou pas pour d'autres. Transmettable, excellent, diffusable. Diffusable. Voilà. Très bien, ok. Est-ce que tu as des enfants ? Non, pas encore. Et j'espère en avoir dans un futur proche. Ok. Une autre petite question, est-ce qu'on a parlé des écoles ? Ouais. Et est-ce qu'au niveau justement des personnes âgées, c'est-à-dire on va au-delà finalement de la moyenne d'âge, donc des gens qui sont en entreprise, est-ce qu'il y a aussi des personnes âgées qui, bien qu'ayant vécu finalement, entre guillemets, peut-être pas complètement dans le bonheur, finalement rejoignent aussi ce mouvement-là ? Les gens qui sont passeurs du bonheur citoyen au sein de la Fabrique Spinoza sont vraiment de tous âges, ça c'est certain. Après, pour apporter une réponse plus théorique à ta question, la science du bonheur révèle que les gens sont de moins en moins heureux entre leurs 18 ans et leurs 40-45 ans, avec les épreuves de la vie, voilà, les responsabilités qui pèsent pour certains de plus en plus, et puis une sorte de rebond vers 40-45 ans pour aller un peu mieux, et puis de mieux en mieux jusqu'à 60, 65, 70, 75 ans, où là, on voit le pic d'épanouissement statistique, hein. Chacun a un chemin différent dans sa vie, parce qu'à cet âge-là, eh bien, moi j'aime à croire qu'on a acquis une certaine sagesse de la vie. On a peut-être adapté ses ambitions au chemin qu'on a traversé, que l'on a pris. Et puis, peut-être aussi... non, je pense que c'est ça, c'est une sagesse. Et en fait, ta question me fait réfléchir je crois que c'est Socrate qui disait que la seule manière de savoir si un homme ou une femme a été heureux, enfin il disait un homme parce que c'était Socrate, eh bien, c'est de savoir si au moment de mourir... il regarde sa vie derrière lui et il s'en estime satisfait ou fier. Et ça me rappelle une étude que je cite souvent, je crois qu'elle s'appelle Bronnie Ware, qui est infirmière en centre de soins palliatifs, qu'elle a appelé les 5 regrets des mourants, et qui établit que le principal regret, toujours pareil statistiquement, c'est d'avoir vécu sa vie selon un modèle pensé par d'autres. Donc je dirais que les seniors sont un atout extraordinaire pour notre travail sur le bonheur citoyen, parce que ils ont du recul sur la vie, 2, ils ont parfois plus de temps, et enfin, il y a la sagesse nécessaire de la mort approchant doucement pour imaginer d'autres choses. D'autres voies. D'autres voies. Oui, tout à fait. Une autre petite question sur, est-ce que tu peux partager avec nous un projet de la Fabrique Spinoza qui t'a vraiment tenu à cœur et sur lequel tu as une fierté parce qu'il est né dans la Fabrique Spinoza ?
Oui, bien sûr. Je pense que le plus étonnant, en anglais on dit qui fait exploser la tête, mind-blowing, c'est celui de l'Université du bonheur au travail, qui a eu lieu pour la première en octobre 2015, où 100 personnes environ se sont rassemblées pour que, en 3 jours, environ 120 participants découvrent, explorent, s'outillent et deviennent, in fine, eux-mêmes passeurs du bonheur au travail. Et ce que j'ai trouvé fou dans ce projet, c'est à la fois que des gens en ressortent avec un autre chemin de vie, une autre vision de leur travail, transformée, mais peut-être encore plus que 100 personnes bénévoles aient construit ce projet. 100 constructeurs bénévoles pour 120 participants, donc un ratio presque de 1 sur 1. Et des gens qui, pendant 9 mois, se sont réunis avec pour seule ambition de mener à bien une idée un peu folle qui était que chacun d'entre nous pouvait agir à sa propre mesure, plus ou moins importante selon qu'on est salarié, manager ou même directeur ou directrice générale, eh bien, en faveur du bonheur au travail dans son entreprise. Et les choses qui ont été imaginées ont été au point de faire travailler pendant 2 heures de mémoire les participants répartis en groupes à faire du tzatziki. Vous savez, ce petit plat d'inspiration grecque avec de la crème, du concombre, de l'ail, je crois. Oui. Et voir comment on pouvait tester les différents modes d'organisation du travail et voir leur impact sur le goût, l'aspect, la qualité et la productivité du tzatziki, ainsi que l'épanouissement des personnes en train de fabriquer ce tzatziki. Génial, trop génial. Alors Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur une question que je ne t'aurais pas posée, quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ton parcours, voilà. Peut-être plutôt dire que le sujet du bonheur citoyen, on le pense puissant parce que, c'est joyeux d'en parler. Deuxièmement, qu'il donne de l'inspiration sur un cap possible, un endroit vers lequel on pourrait aller individuellement et collectivement. Mais aussi parce que, troisièmement, c'est un sujet qui fait que tout fonctionne mieux. En philosophie, on parle de valeur finale, un endroit où on veut aller, et valeur instrumentale, quelque chose qui est utile. Et quand on se sent bien, on apprend mieux. Quand on se sent bien, on travaille mieux. Quand on se sent bien, on est plus motivé. On est plus actif dans la vie de la cité. Et donc c'est ça, peut-être, le message fort que j'ai envie de partager, et qui fait qu'on voit de plus en plus d'hommes et de femmes qui se saisissent de ce thème-là, pour voir leur vie différemment, se demander comment créer un atelier de partage, de réflexion sur le bonheur au travail dans leur ville, où chacun vient en disant « j'ai un collègue qui est imbuvable, je ne sais pas comment faire », quelqu'un d'autre en disant « j'aimerais générer du sens dans mon équipe » et que ces hommes et ces femmes s'entraident les uns les autres. Donc, cette capacité à être dans différents champs, le champ du travail, puis d'autres personnes qui récemment créaient un petit guide du citoyen réenchanté. Voilà, oui, tout à fait. Ça, c'est un projet qui est intriguant. Vous êtes en colère, par exemple, contre le fonctionnement de la démocratie. Vous trouvez que les partis politiques ne reflètent plus vos envies. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous rassemblez sur votre territoire. Vous trouvez d'autres citoyens comme vous montez un groupe en se disant « et si en 15 pages, on pouvait se donner des clés pour être actifs et heureux dans notre démocratie ?» Et ce petit projet-là, modeste et joyeux à la fois, c'est un quiz qui permet à chacun de savoir quel type de citoyen il est. Est-ce qu'il est éclairé ? Est-ce qu'il est révolté ? Est-ce qu'il est consciencieux ? Est-ce qu'il est explorateur ? Est-ce qu'il est dialecticien ? Et en fonction de ça, une fois identifié son profil, comme dans un magazine féminin par exemple, se dire quels sont donc mes outils à disposition ? Ah tiens, je suis un citoyen curieux, j'ai le droit, inscrit probablement dans la Constitution,
ou dans un autre endroit de la loi, d'aller rencontrer mon député et de visiter l'Assemblée nationale, comme un moyen de me réapproprier ma démocratie. Voilà, Exactement. de faire le lien en fait avec les personnes qui finalement me représentent, quoi. Exactement. Et donc cette idée, elle est simple, mais c'est à chaque instant de notre existence, on a la possibilité dans nos différentes sphères de vie, eh bien, de réinterroger le sujet du bonheur et d'en tirer quelque chose d'utile. Ce matin, je rencontrais Paul qui aimerait monter une réflexion sur le bonheur et le logement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? On est en train de voir ensemble comment aider des citoyens à mieux choisir leur logement. Ce sont les économistes suisses Frey et Sussler qui nous montrent que si je choisis un logement plus grand mais plus éloigné de mon travail, eh bien 6 mois plus tard, de ma propre déclaration, je suis moins heureux. Voilà, comment amener cette réflexion-là aux gens pour qu'ils choisissent mieux leur logement. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que dans mon espace le plus intime, je puisse me sentir bien? Quelles sont les règles psychologiques de bonne accoutumance à son environnement? Troisièmement, comment faire pour créer des liens de voisinage qui me rendent heureux? Rempli. Exactement. Ouais. C'est Mathieu Ricard, dans son livre Plaidoyer pour l'altruisme, qui nous rappelle que être tourné vers l'autre fait du bien à soi. Et quatrièmement, comment est-ce que dans ce petit groupe de citoyens, Paul va faire émerger des propositions politiques pour la vie de la cité sur le logement, sur la fixation des prix des loyers, sur la transmission, sur des règles de participation du voisinage. Si aujourd'hui vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit, si j'ai bien compris, de faire partie du syndicat de copropriété, donc vous n'êtes pas représenté dans les lois, dans l'Assemblée qui régit les lois collectives. Donc, en résumé, tout espace de vie, les transports, le sommeil, le travail, l'éducation, la démocratie, la ville, tous ces endroits sont des endroits où le bonheur émerge ou pas. Selon, finalement, ce qui se passe, selon la façon dont ça a été architecturé, selon Exactement. Plein de paramètres. Alors, une petite question par rapport à ça, justement. Est-ce qu'il y a un livre blanc, enfin je dis un livre blanc, ça peut être autre chose, qui nous permettrait, nous, qui justement ne sommes pas pour le moment passeurs de bonheur, à un livre référent sur lequel on peut regarder un peu justement toutes les conclusions, tout ce que l'atelier, tout ce que la fabrique finalement a produit et a donné. Eh bien, aujourd'hui, sur le site de la Fabrique Spinoza, nous avons environ 25 rapports et puis une trentaine de notes de synthèse, mais aussi des vidéos, des infographies qui, par thème, apportent des réflexions sur comment favoriser le bonheur citoyen, quel que soit le champ, que ce soit pour son individualité, voire son intériorité, dans son organisation ou ailleurs. Donc oui, c'est là qu'il faut aller. Et ça, je dirais, c'est pour son propre bénéfice. Et si on souhaite agir, il faut tout simplement s'engager au sein de la Fabrique Spinoza et aller jusqu'au bout de son idée folle. Je me souviens de cette passeuse de Reims qui, elle, voulait créer un guide des petits moments joyeux dans sa rue. Je trouvais ça intéressant. En fait, chaque espace est susceptible de faire émerger des idées. Oui. Une allée, une forêt, la nature, un immeuble, son bus. La RATP a rassemblé récemment 1276 idées favorisant le bonheur dans le métro. Voilà, chaque espace est susceptible finalement de faire émerger des idées allant dans ce sens-là. Pourvu qu'on ait le courage de croire en sa propre capacité à imaginer avec d'autres des initiatives qui favorisent le bonheur citoyen. Merci beaucoup Alexandre de ce moment partagé ensemble et puis merci à tous, j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Voilà, à bientôt.